journalier. Lundi dernier, à Austin, au Texas, sur une scène du prestigieux festival South by Southwest consacré aux nouvelles technologies, à la musique, le maire de Londres, Sadiq Khan, a lu les uns après les autres 6 violents tweets qui lui avaient été adressés. Sadiq Khan n'est qu'un terroriste musulman gay. Il faut tuer le maire de Londres et vous serez débarrassé d'un terroriste musulman. Les musulmans n'ont aucune dignité. J'aimerais que Sadiq Khan se fasse exploser comme ils le font tous. Je pourrais continuer encore et encore, a ajouté le maire lors de cette allocution. Dans ce contexte où la peur de l'autre domine dans les sociétés occidentales aux prises avec un vrai phénomène de mixité et d'immigration, Georges Leroux, notre collaborateur adoré, professeur émérite au département de philosophie de l'UQAM. Bonjour Georges. Oui, bonjour Marie-Louise. Vous avez lu pour nous Le loup et le musulman de Ghassan Haj. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Je ne sais pas non plus. C'est un anthropologue. Il est libano-australien. Il est né à Beyrouth, en fait, au Liban, d'une famille chrétienne. Il est professeur à l'université de Melbourne, Georges. Oui. Et sa thèse est vraiment intéressante. Oui. J'accroche tout de suite à ce que vous venez de dire. Oui. Ces invectives, ces hostilités déclarées. À l'égard de Sadiq Khan, le maire de Londres. Oui, mais aux États-Unis, le New York Times rapportait il y a quelques jours une sorte de tweet viral qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, qui s'appelle « Punish a Muslim ». Et donc, c'est un tweet qui consiste à dire « Voici des manières de faire mal aux musulmans dans notre pays et qui sachent un peu ce qu'on pense d'eux. » Alors, Punish a Muslim Day, c'est le jour où tous ceux qui croient qu'il faut exercer cette hostilité à l'endroit des musulmans, donc peuvent s'en donner à cœur joie. Alors, c'est dans ce contexte-là, peut-être, et bien d'autres, que... C'est joyeux. Oui, disons que il faut réfléchir un peu sérieusement et c'est bien de pouvoir compter sur des voies nouvelles. Je suis de ceux qui pensent que l'anthropologie britannique et américaine nous fournit des nouvelles voies critiques et dans le cas de Ghassan Haj, ou je ne sais pas comment le prononcer, disons qu'on va dire Haj, ça s'écrit H-A-G-E. Entendons-nous pour une prononciation commune, au moins on sera clair. C'est ça. Alors, c'est quelqu'un qui arrive avec un propos qui est tellement provoquant et intéressant que à chaque page, je me sentais m'appuyer sur ma chaise puis me dire, voilà une analyse que je voulais entendre depuis longtemps. Wow. Alors, donc, quelle est cette analyse? Oui. Eh bien, l'analyse, d'abord, c'est une analyse marxiste. Il faut le dire tout de suite. Si on n'adhère pas à l'idée que un des problèmes centraux de notre civilisation, c'est la surexploitation, en particulier l'exploitation des ressources et l'accumulation du capital. Évidemment, on va trouver que cette analyse manque un peu de fondement. C'est pas mon cas. C'est-à-dire que j'accepte cette thèse de départ que, par exemple, la crise écologique, c'est la conséquence directe de la surexploitation des ressources. Alors, son idée, c'est que les crises écologiques, et en particulier la raréfaction, la pollution, la multiplication des déchets, et ainsi de suite, tout ce qui conduit au changement climatique et à ce que les théoriciens de l'écologie nous font voir, eh bien, cette crise écologique, elle est indissociable de la crise sociale qu'est le racisme ambiant. Alors, a priori, on dirait quel est le lien entre ces deux, oui, a priori, on pourrait se poser la question, ces deux phénomènes. Oui. Eh bien, l'analyse est assez clair, simple, même je dirais, c'est que toutes les formes de racisme qui sont héritées du colonialisme et donc viennent de ces moments de surexploitation aggravent la crise écologique et vice-versa. Alors, comment on fait cette analyse? Eh bien, d'abord, l'auteur fait un portrait que j'ai trouvé admirable de lucidité, de fermeté aussi, du musulman comme autre, cette image qui est mondialisée maintenant, qui est une image où les musulmans sont homogénéisés dans une représentation qui est unique. Les Arabes musulmans sont d'abord et avant tout des personnalités menaçantes, du Pakistanais au Turc, au Maghrébin, et ça inclut aussi les réfugiés des guerres de Syrie et d'Irak. Oui. Disons, c'est une description, on pourrait la détailler, mais on va passer rapidement dessus. Mais on en ajoute une couche. La couche qu'on ajoute, il s'agit d'un anthropologue ici qui parle. C'est la banalisation des pratiques racistes islamophobes, y compris la banalisation de leur mort. C'est-à-dire que l'Occident assiste, on pourrait dire quasiment de manière impavide, on s'entend, c'est-à-dire quasi indifférente, à la mort de centaines et de milliers
de musulmans, soit sur les terrains de combat, Oui. les pertes civiles, soit en mer, parce que ce sont beaucoup des musulmans qui périssent sur les trajets libyens qui conduisent vers l'Italie, et aussi et surtout les victimes des actes racistes tels que celui qu'on a connu au Québec. L'autre aspect, c'est évidemment le fait qu'être musulman aujourd'hui, c'est très commode. C'est commode pour les personnes qui nous utilisent comme cible dans le discours électoral. Oui. C'est le cas, évidemment, de la terrible propagande dont je viens de faire état aux États-Unis. Viser le musulman, c'est toujours quelque chose qui est profitable. Et alors, c'est facile à faire, puisque de plus en plus, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus, au Québec comme ailleurs. On fait des généralisations religieuses. Ce sont des gens qui sont arriérés, qui ont des stéréotypes raciaux. On ne sait pas quand l'arabe commence, quand le musulman finit. Ah, ça, c'est clair. C'est clair. Ouais. Et l'expérience raciste, donc, pour conclure ce volet-là de l'affaire, c'est un imaginaire hostile qui est construit sur une description très stéréotypée de cet autre. Alors, la partie peut-être la plus intéressante de l'ouvrage arrive à ce moment-là, c'est-à-dire c'est l'analyse rhétorique. Ça s'appelle le loup et le musulman. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a des loups là-dedans? Est-ce que ça fait référence au loup solitaire que l'on Absolument, désigne comme étant absolument. le jeune homme égaré qui va commettre des actes, comme on le fait pour le jeune homme qui a fait l'attentat à Québec? On a dit Tout de à lui que fait. c'était un loup solitaire. Tout à fait. Oui. Alors, les Noirs sont racisés dans la figure des singes. Bon, ça c'est quelque chose que nous connaissons bien. Les Juifs dans la figure des rats et des serpents. C'est l'antisémitisme classique, les associe à des êtres qui s'enregistrent aux dépens des autres, qui sont sournois, et ainsi de suite. Les musulmans, eux, qu'est-ce qu'ils sont? Eh bien, ce sont des loups. Ils sont traîtres, ils préfèrent l'obscurité, ils sont sales, ce qui n'est pas nécessairement le cas du loup, mais dans ce syndrome métaphorique, on pratique à leur sujet une rhétorique d'infériorisation qui est systématique, et on arrive à cette question qui est que dans la civilisation qui est la nôtre, la phobie, l'islamophobie, la phobie donc du musulman, c'est essentiellement quelque chose qui nous construit, nous, comme étant le contraire de ça. Nous sommes démocratiques, nous sommes transparents, nous n'agissons pas de nuit, nous ne sommes pas des traîtres, nous ne faisons pas des attentats, et ainsi de suite. On oublie bien entendu tout ce qu'on fait. Ça, c'est autre chose. Mais ça fait partie de ce sujet. Alors, la grande question qui arrive, donc, quand on a élaboré un peu cette rhétorique de l'infériorisation du musulman, c'est la question que pose l'auteur. Je le cite. Comment font certains sujets pour en venir à penser qu'en agissant de manière islamophobe, ils protègent ce qui fait que leur vie vaut la peine d'être vécue? Pourquoi, en d'autres mots, y a-t-il de l'islamophobie? Alors, c'est sûr et certain que c'est à ce croisement que le croisement avec la crise environnementale se produit. Alors, comment ça? Eh bien, dans l'imaginaire hostile, qui est un imaginaire, animalier, où il y a toute la rhétorique du vice, de la faiblesse. Ils ont jamais réussi à être démocratiques. On a beaucoup ça dans le discours israélien, et en passant dans ce livre, le portrait qu'on fait du racisme israélien à l'endroit des populations palestiniennes est assez rude. Tout cet imaginaire, toute cette construction se fonde sur l'idée de la différence entre l'exploitation et la domination qui va conduire à une forme d'extermination. L'extermination de la Shoah, c'est évidemment le grand poids historique qui pèse sur le racisme, qui a, détruit pratiquement le judaïsme mondial. Oui. Mais dans le cas des écologistes, il y a une similitude qui finit par se construire, c'est la similitude entre les déchets, la pollution, en d'autres mots, et le caractère incontrôlable de la migration arabo-musulmane. Il y a une journaliste est-ce qu'on devrait l'appeler journaliste? Une collaboratrice de Rebel, qui est un média d'extrême droite canadien, qui travaillait avant en Angleterre, qui avait comparé les migrants à des coquerelles. Oui, tout à fait. Oui. Elle est allée jusque-là. Non. Là, vous faites parler de déchets, là. Oui. Dans le livre, il y a un long passage sur les musulmans et les cafards. Donc ça, c'est sûr. Mais l'idée du déchet, c'est l'idée que l'Occident, aujourd'hui, au moment où on se parle,
est dans une double impuissance. Nous n'arrivons pas, est-ce que nous y arriverons, on verra, mais nous n'arrivons pas pour l'instant à contrôler le flot des déchets, ne serait-ce que les déchets maritimes, c'est-à-dire les îlots de plastique qui flottent sur les océans. C'est en 2050 qu'il va y avoir plus de plastique que de mammifères marins dans l'océan. C'est absolument extraordinaire. Et donc, on a ça d'un côté, donc il y a une ingouvernabilité par rapport aux résultats de la pollution. Et une non-volonté politique de vrai changement. Non-volonté politique de vrai changement, qui est tout à fait symétrique et similaire avec l'ingouvernabilité du processus migratoire aujourd'hui, c'est-à-dire le retour massif des populations, appelons-les maghrébines, appelons-les sahéliennes, subsahéliennes, africaines, irakiennes, syriennes, partout, pakistanaises, de toutes les manières qu'on les regarde, il s'agit toujours d'un autre qui est, qui se déplie à partir d'une masse musulmane colonisée qui n'a pas réussi donc sa transition à la modernité. Alors, voyez que le croisement de l'écologie et du racisme est un croisement qui est très profond, et si on veut agir sur une société qui serait à la fois respectueuse de l'environnement, il faut d'abord et avant tout agir en vue d'une société qui serait respectueuse d'une altérité humaine importante. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié, il y a tant de choses que j'ai aimées dans ce livre-là, et c'est seulement 119 pages. Ah, ça, c'est la bonne nouvelle du show. Alors, non, mais chaque page est dense, vraiment dense. Non, mais il est concis, donc c'est formidable. Oui, c'est formidable. Mais une des choses que j'ai aimées, c'est l'arrière-plan philosophique, la distinction entre l'esprit et la volonté d'une part et le corps d'autre part. Alors, dans le racisme, nous dit Hage, il y a deux catégories essentielles. Il y a les racistes du corps et les racistes de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux que vous considérez comme étant infects ou inférieurs parce qu'ils sont vicieux, parce qu'ils sont retors, parce qu'ils vont vous jouer, et ainsi de suite. On peut pas leur faire confiance. Vous pouvez pas leur faire confiance. C'est les autres qui sont dans la rouerie. Ça, c'est la catégorie de ceux qui sont du côté de l'esprit. Et de l'autre, pour l'essentiel, les Noirs africains, les Noirs américains, c'est ceux, évidemment, qui sont dans le corps. C'est-à-dire ceux que vous pouvez exploiter dans des plantations, dans des mines, dans toutes ces choses dont parle Alain Deneau dans son extraordinaire ouvrage Noir Canada, pour lequel il a subi un procès, d'ailleurs. Oui, doit-on le rappeler? Parlons-en, mais oui. Alors, ça crée deux personnalités. L'une, c'est le vicieux, qui est donc retors, et l'autre, c'est le paresseux jouisseur, en gros, que vous allez pouvoir exploiter jusqu'à le faire mourir. Le premier, vous pouvez tenter de l'exterminer, vous y parviendrez peut-être pas, mais le second, vous allez l'exploiter jusqu'à ce qu'il meure. Et donc, cette analyse-là, elle est profonde, elle est sérieuse, et elle nous met en face d'un phénomène qui acquiert toute sa dimension c'est comme un peu comme vous savez, des feuilles de papier d'architecte que vous superposez l'une sur l'autre, vous faites apparaître un dessin. Eh bien, c'est la même chose. Si vous mettez par-dessus le racisme islamophobe la question de l'exploitation des ressources, tout ce qu'on a fait subir à la planète et tout ce qui dérive du colonialisme, dont l'analyse marxiste est, à mon avis, jusqu'à maintenant, ou jusqu'à plus ample informé, disons ça comme ça, la meilleure, eh bien, vous allez voir apparaître que ce sont deux phénomènes qui sont convergents. L'arabe musulman, il est ingouvernable, il transgresse les frontières, il rentre dans le pays quand on n'en veut pas, et ainsi de suite. Il change les mœurs. Ouais. Il se soumet à des lois divines. Imaginez-vous, il est pieux en plus, et puis il s'habille pas comme nous, puis il refuse de changer, et ainsi de suite. Tout ça est tributaire d'un phénomène fondamental de base qui est son appartenance à un monde que nous avons nous-mêmes créé en le pillant, en le colonisant et ainsi de suite. Comment on explique la résurgence des thèses marxistes dans les essais universitaires? Il y en a de plus en plus depuis quelques années, Georges. Avez-vous remarqué? Oui, j'ai une idée là-dessus. Oui? Oui. On veut l'entendre. Non, mais j'ai vraiment pensé je me suis posé cette question. J'apprécie beaucoup que vous la posiez. C'est que
le marxisme, tant qu'il a été dogmatique et scolastique, finissait par épouvanter. La distinction entre matérialisme dialectique et matérialisme. Toutes ces questions-là finissaient par ennuyer. Les dogmes finissent par ennuyer. Mais là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a une nouvelle génération de chercheurs. C'est les jeunes qui font ça. Des jeunes, exactement, qui reviennent à l'idée que oui, c'est vrai, il y a un pouvoir essentiel qui est dans l'infrastructure, il y a le pouvoir des élites et des idéologies, il y a une opposition entre les deux. Les classes sociales ne sont pas disparues, c'est absolument faux de nous laisser croire que même nos démocraties sont en quelque sorte innocentes sur ce plan-là. Alors, quand on regarde l'analyse marxiste qui est proposée ici, et en particulier son extraordinaire appareil de pensée sur le plan de la rhétorique, on ne peut que voir une voie neuve. Et puis moi, j'aime dans ce livre-là autre chose, mais là, je me déclare un peu. C'est-à-dire que j'aime le fait qu'un Britannique, mais ils sont nombreux. C'est un Australien, en fait. Oui, c'est un Australien, mais quand même, avec toute l'anthropologie britannique derrière. Le Commonwealth. Le Commonwealth, etc. Tous ces gens-là paient leurs dettes à des penseurs français qui ne sont plus. C'est-à-dire Foucault, Pierre Bourdieu et d'autres. Et ils ont une leçon à donner je dirais, aux penseurs critiques français qui sont, je dirais, un peu timides par les temps qui courent, par rapport à ces grandes questions. Disons ça comme ça. Le loup et le musulman, le racisme est-il une menace écologique de Ghassan Age, c'est paru chez Wild Project. Une note sur la maison d'édition. Oui, c'est minuscule. Ça vient de Marseille. Hein? Oui, ça vient de Marseille, mais une maison française qui s'appelle Wild Project. Est-on étonné, Georges? Non. Là-dedans, c'est Wild qui est important. Parce que eux publient les classiques de l'écologie et c'est la nature sauvage qui les intéresse. Le retour à un respect de l'environnement. Et savez-vous sur quoi se termine ce livre? Une seconde là-dessus, qui m'a absolument ébahi, c'est sur l'encyclique du pape François, l'éloge de la nature. Il dit, c'est rare, l'auteur dit ça, est absolument exceptionnel qu'on entende une voix pareille dans un appareil si puissant. Indépendamment de ses allégeances religieuses, le pape François est en train de devenir un véritable héros moderne, Georges Leroux. C'est pas n'importe quoi. Oui, merci beaucoup. Oui, avec plaisir.